C'est un peu spécial. Mais en plus, elle parle pendant le générique, c'est insupportable ça. On retrouve Solène Tadier, rayonnante, pleine de soleil. Elle est à Rome, à l'élection du pape. Alors, elle va tout nous dire sur les dessous, sur les coulisses de ce conclave, puisque vous êtes sur place. Allez-y, faites-nous votre note d'humeur, Solène. Eh bien, écoutez, une note d'humeur, simplement, écoutez, l'atmosphère se réchauffe. Ce qui est assez fascinant en étant à Rome, c'est que la population, qu'elle soit croyante ou pas, tous les Romains se sentent vraiment impliqués dans ce processus, dans l'élection du nouveau pape. Alors, je ne peux monter dans un taxi sans que le taxi, tout de suite, sans savoir que je suis journaliste, me demande immédiatement qui va être élu. Et tous les sujets de conversation tournent autour de ça. Au café en bas, c'est la même chose. Donc il y a cette espèce d'effervescence dans la capitale où tous les Romains, chacun y va de son pronostic ou de sa préférence pour leur pape préféré, pour leur cardinal préféré. Ils font il tifo, comme on dit en Italie, comme pour un match de foot. Supporters d'eux, elles sont tifoso, il tifo pour tel ou tel cardinal, qui soit plus progressiste ou conservateur. Et à côté de ça, dans les cercles Vatican, eh bien, il y a ces tensions qui montent avec évidemment les noms des quelques cardinaux les plus probables, ceux qui ont le plus de chances d'être portés au trône de Pierre et qui du coup suscitent beaucoup de contre-réactions par voie de presse, donc qui s'attaquent les uns les autres par voie de presse pour discréditer tel ou tel candidat, tel ou tel cardinal, ce qui fait un petit peu monter la température dans les cercles Vatican. Mais donc vous voulez dire qu'on va au café et les gens, au lieu de parler de foot ou de politique comme nous, quand on était petits, faisaient au café, parce qu'à Paris, plus personne ne parle de rien parce que tout le monde a peur. Mais vous voulez dire qu'en Italie, où il reste encore une vie un peu sociale, les gens parlent à Rome de l'élection du pape et disent je suis pour Paroline, pour un tel, pour un tel. Tout à fait, tout à fait. Alors, beaucoup se réjouissent à l'idée que ce sera très probablement un pape italien, parce qu'évidemment, ça n'était plus arrivé depuis l'élection de Jean-Paul II. Alors, il y a qui pour Paroline, qui pour Zuppi, le cardinal Zuppi, qui est donc considéré comme assez progressiste, un peu qui prendrait la relève du pape François, une sorte de pape François italien. Zuppi, c'est l'archevêque de Bologne. Exactement, exactement, qui a déjà, qui serait une sorte vraiment de continuité avec le pape François, qui du coup séduit beaucoup parmi les gens de sensibilité de gauche. C'est quoi l'ambiance en revanche dans les couloirs, les cafés du Vatican, puisque si les Français ne connaissent pas bien le Vatican, donc il y a Saint-Pierre, il y a le palais du Vatican qui est clos, et puis tout autour, il y a un monceau de rues avec le général jésuite, par exemple, n'est pas dans l'enceinte du Vatican, mais en tout cas pas formellement. Il y a des petits cafés, il y a des restaurants. C'est quoi, est-ce qu'on voit des conciliabules? Est-ce qu'on voit dans les arrière-cours, les arrière-vitrines, des cardinaux se réunir clandestinement? Ah, ça se fait beaucoup, ça. Oui, oui, j'ai notamment un restaurant de poissons que j'aime beaucoup, qui est pas très loin du Vatican, où la propriétaire me dit, ah, ils se réunissent chez moi, chaque fois je ferme l'arrière-salle, effectivement, des cardinaux qui se réunissent chez elle, c'est arrivé plusieurs fois pour essayer évidemment, d'apprendre à se connaître. Et de voir dans quel sens ils vont porter leur vote, dans quelle direction les choses vont s'organiser. Évidemment, il y a quelques cafés clés autour du Vatican où on sait en tant que journaliste qu'en allant prendre un café à tel endroit, on a beaucoup de chances de tomber sur tel ou tel cardinal. Alors, Et c'est quoi après, les cafés? Dites-le nous, qu'on puisse y aller quand on ira à Rome. par exemple, un exemple parmi tant d'autres, mais après il y a quelques cafés, mais par exemple, si on va au Penitenzieri, au café des Penitenzieri, qui est juste à côté du Vatican, juste une petite rue à côté de la place Saint-Pierre, eh bien, vous avez beaucoup de chances de tomber déjà sur des journalistes vaticanistes et puis sur tel ou tel cardinal. Mais bon, après, les plus prudents d'entre eux savent très bien quels sont les lieux à éviter. Et d'ailleurs, ce qui était assez significatif, c'est que ces derniers jours, les cardinaux qui étaient favoris, on va dire, de ce conclave, se sont tous barricadés chez eux auprès de leur communauté et on ne les a pas vus
Et bon, certains répondaient sur WhatsApp timidement, mais ils se sont vraiment retirés du monde. Et à contrario, d'autres cardinaux qui étaient plus détendus, qui étaient pas forcément, qui se voyaient plus comme faiseurs de rois, mais pas forcément directement papabile de premier rang, eh bien, se lâchait beaucoup dans les médias. On a vu beaucoup d'interviews, des choses où certains cardinaux parlaient vraiment sans retenue, ce qu'ils n'auraient jamais osé faire il y a quelques temps. Donc c'est assez intéressant. On parle beaucoup d'intervention de lobbyistes, hein, notamment d'une forte présence de donateurs américains riches. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que c'est quelque chose qui se voit? Alors, les lobbies, en fait, ils viennent de plusieurs pays, hein. Ça, c'est clair, c'est une certitude. Ce que j'aime bien, c'est que parfois, je discute avec des lobbyistes de différents pays et j'ai confirmation que effectivement, ils ont été contactés par tel ou tel homme politique de différents pays. Et donc, je ne peux pas citer ni les pays ni les personnes impliquées, mais qui ont été contactés pour évidemment, enfin, effectivement, prendre en charge une possible campagne médiatique en faveur de tel ou tel candidat, de tel ou tel papabile. Donc ça, c'est une réalité. Après, il y a comme le site Bishop Accountability, ce site américain qui, par exemple, a été accusé par la presse italienne de vouloir discréditer le cardinal Parolin, donc qui est donné un peu favori de ce conclave, ou le cardinal Tagle de Manille, qui pourrait être un peu aussi le successeur de François, parce qu'il est considéré comme relativement progressiste. Eh bien, ils ont été discrédités sur ces sites. Ils disent ah, ils auraient peut-être couvert des cas d'abus sexuels, etc. Et ce genre d'organisations sont quand même assez efficaces parce que sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit, le fait de balancer ce genre de boule puante sur Internet 2-3 jours avant le conclave, ça peut faire basculer les choses dans une direction inattendue. Vous voyez, donc ça, c'est une certitude. Qu'il y ait des influences, des tentatives d'ingérence extérieure, c'est très net. Maintenant, je ne limiterai pas ça aux États-Unis parce que en fait, de partout, il y a des tentatives d'ingérence. Votre favori, c'est qui? Alors, puisque on sait que les favoris ne sont jamais élus, encore que ce soit très relatif. Votre favori, c'est qui? Ah, je peux pas vraiment donner mon favori. Je peux pas faire de favoritisme comme ça en tant que journaliste dans la sphère publique. Je peux pas vraiment m'exprimer là-dessus. Mais il y a quelques vraiment quelques cardinaux qui sont extraordinaires et qui pourraient mener l'Église dans la bonne direction. Et moi, très sincèrement, je pense que quand on est catholique, qu'on soit journaliste ou pas, il faut voir au-delà on va dire, des cercles conservateurs ou progressistes ou stabilisateurs d'institutions. Je pense qu'il faut vraiment, bon, on sait très bien que dans ces processus-là, il y a un peu d'esprit saint, mais il y a beaucoup d'humains, beaucoup de politique, mais peut-être que l'esprit saint peut s'insérer là-dedans et que peut-être parfois des candidats auxquels je n'aurais pas pensé moi-même, des cardinaux auxquels je n'avais pas pensé moi-même feront un excellent pape. J'en sais rien. Donc là-dedans, j'essaye vraiment d'analyser, d'essayer de comprendre quel est le candidat qui sera le plus séduisant, le plus susceptible d'être porté sur le trône de Pierre. Mais je ne fais jamais de prédiction pour un candidat ou pour un autre. J'essaye simplement de comprendre quelle est la sensibilité et dans quelle direction les discussions s'orientent. Ben, alors, je vais vous poser la question d'une autre façon. Est-ce que vous êtes étonné du fait que le nom de Paroline revienne aussi régulièrement? Non, je suis pas étonnée du tout parce que en fait, bien avant la mort du pape François, on savait bien que quand même le secrétaire d'État, c'est le numéro 2 du Vatican, il part régulièrement favori pour la simple et bonne raison que c'est quelqu'un qui, comme on dit, connaît la maison, connaît les arcanes du Vatican. Dans le cas du cardinal Parolin, c'est un diplomate, c'est un fin diplomate qui connaît vraiment les rouages du monde politique, qui est quand même respecté à l'international. Il a été critiqué pour l'accord qu'il a fait avec la Chine, et donc ça lui a été d'ailleurs reproché par des sites américains. Et on peut évidemment comprendre les craintes des uns et des autres. Je ne suis pas moins étonnée que ce soit, on va dire, le successeur le plus naturel. On sait qu'il avait des relations houleuses avec le pape François, même si le pape François l'avait choisi à l'époque. Ces dernières années, ils ont eu des relations houleuses. On sait que les cercles dits bergoliens ne sont pas forcément enchantés à l'idée que le cardinal Parolin devienne pape. Donc ça, c'est une réalité. Mais non, il n'y a rien d'étonnant dans l'idée qu'un homme comme lui,
puisse être donné favori pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Un homme fin, intelligent, difficile à étiqueter comme progressiste ou conservateur. Il est, je pense que c'est aussi quelqu'un qui n'aime pas déplaire, donc il arriverait à mettre un petit peu si vous voulez, un petit peu de liant dans tout ça. Il essaiera de réconcilier les deux ailes extrêmement tendues aujourd'hui, il faut bien le reconnaître. Il va essayer de mettre un petit peu de douceur au milieu de tout ça, de diplomatie, et donc effectivement, oui, ça en fait un candidat assez naturel. Est-ce que c'est vrai que François était caractériel? Oh bah oui, bien sûr, oui, oui, on peut pas le, on peut pas le nier. Tous Un ceux homme qui, bien. Ah, il était bien, François. oui, oui, c'était, bah, il avait le sang chaud, comme on dit. Il pouvait vraiment piquer des grandes crises de colère. Ça, c'était un classique. Et tous ceux qui le côtoyaient de près le savaient. C'était quelqu'un, oui, qui pouvait rentrer dans des crises de colère, qui était très soupolé, en fait. Il était très soupolé, puis il pouvait avoir la dent dure. C'est-à-dire que quand quelqu'un faisait quelque chose qui lui déplaisait, il avait la rancune assez tenace. Donc, il y a pas mal de personnes qui se sont mis un peu le papado dans les cercles vaticans, qui ont été assez sévèrement punis et qui se Dans retrouvaient. les geôles, qui sont en train de pourrir dans les geôles sous Saint-Pierre. Bah, c'est-à-dire qu'en tout cas, ils ont été éloignés du Vatican sans charge particulière, sans ministère particulier. Enfin, certaines personnes ont connu des moments un peu difficiles, ça c'est sûr. Bon, quand vous parlez, ce sera ma dernière question, quand vous dites qu'il y a des tensions au sein de l'Église fortes entre modernistes et traditionnalistes, on va dire ça comme ça, conservateurs ou modernistes, progressistes, ça se mesure à quoi? Ça se sent quand on fréquente le Vatican? Ah oui, bien sûr. Et puis là, ces dernières semaines, là, avec l'approche du conclave, des cardinaux qui se permettent vraiment, surtout dans la presse italienne, parce qu'il y a le côté un petit peu commedia dell'arte, mais ils se tirent dans les pattes les uns les autres. Il y avait le cardinal Czerny, un cardinal canadien, mais d'origine tchèque, qui expliquait que les cardinaux africains le faisaient frémir et qu'il tremblait à l'idée qu'un cardinal africain puisse être élu parce que pour lui, ils sont marqués par un conservatisme insupportable et que ce serait la fin du monde si un Africain était élu. Voilà, il y a ce genre de situation-là après la contre-attaque. Donc non, là, c'est vrai que parfois certains manquent même un petit peu de retenue, je pense. Je pense qu'ils ne devraient quand même pas se répandre dans la presse de la sorte. Mais bon, après, je pense qu'ils sont aussi beaucoup sollicités par la presse. Pour beaucoup, c'est difficile de résister parce que la presse, oui, il y a ce portail, il y a une des portes d'entrée du Vatican qui n'est pas la porte de Sainte-Anne, mais de l'autre côté du Perugino, où en fait la presse attend, parce que les cardinaux, en sortant des congrégations générales ces derniers jours, sont littéralement assaillis par la presse qui les pourchasse, leur pose des questions. Et du coup, certains, évidemment, finissent par se dire, bon, j'ai passé une mauvaise journée, il y a des tensions, je vais lancer mon petit pic acquis de droit. Et donc, ça donne ce genre de chamaillerie par article interposé. Voilà, je pense que ça va être un conclave quand même pas extrêmement facile. Je ne suis pas certaine que ça dure très longtemps. Enfin, depuis le début du XXe, on n'a jamais eu de conclave qui a duré plus de 3-4 jours. Donc, il n'y a pas de raison aujourd'hui que ça dure plus longtemps. Après, tout est possible. Mais il n'y a pas de raison apparente pour qu'ils ne se soient pas mis d'accord. Le conclave a démarré 2 jours en retard. Enfin, normalement, il avait été dans un premier temps annoncé pour le 5 mai et ils l'ont déjà décalé pour poursuivre un peu les échanges en amont. Donc, à partir de là, on n'a pas de raison de penser que ça durera plus de 3 jours. Mais évidemment, je ne suis pas devin, on verra. Bon, c'est dommage puisque ça vous permet de profiter de Rome. Ah bah écoutez, oui, j'y suis déjà depuis un moment et puis je ne vis pas très loin, donc j'y suis souvent. Bon, merci beaucoup Solène et puis ben, j'espère que vous nous tiendrez comme un peu au courant. Je sais que j'abuse de votre temps et de votre patience, mais c'est Avec toujours un plaisir. plaisir de vous retrouver. Avec plaisir, Eric. À Le très plaisir est bientôt. pour moi. Bonne journée.